Bonjour à toutes et tous et bienvenue au webinaire de la chaire Eau, Agriculture et Changement climatique. À l'ère de l'Anthropocène, combien d'eau pour l'agriculture dans les territoires? Panorama des outils développés par la recherche. Donc c'est une série de 5 webinaires et on est aujourd'hui ensemble pour le dernier webinaire intitulé Cahouette, explorer rapidement les besoins en eau théorique pour l'agriculture sur un territoire. Donc, comme d'habitude, on va avoir un temps de présentation d'environ 30 minutes. Donc, avec Gilles Belot, professeur à l'Institut Agro et coordinateur scientifique de la chaire, Fabien Ingrou, ingénieur dans le bureau d'études CCEC, et Pierre Rouault, chercheur postdoctoral, très prochainement réaffilié à Géo. Donc ce temps sera enregistré et disponible sur le site internet de la chaire. Vous pouvez déjà retrouver les précédents épisodes. Et donc ce temps de présentation sera suivi d'un temps d'échange de 30 minutes également. Donc on vous invite à vous exprimer via l'onglet questions-réponses, donc Q&R qu'on trouve via l'onglet plus. On vous invite à vous exprimer comme d'habitude au fil de l'eau, faire remonter vos questions, vos observations, vos besoins. Et voilà, toutes ces contributions contribueront à alimenter les réflexions de la chaire. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. Oui, bah donc merci Valentine. Alors c'est moi qui vais devoir parler le plus aujourd'hui. Mais bon, en tout cas quelques mots d'introduction sur la chaire. Donc voilà, chaire espace de réflexion collective et puis d'action concertée avec un certain nombre de partenaires issus de la communauté scientifique, des acteurs économiques, des pouvoirs publics autour des questions de l'adaptation des territoires agricoles face aux effets du changement climatique sur le cycle de l'eau. Bon, alors la chaire, c'est un dispositif d'intérêt général qui vise à connaître, innover, échanger, rassembler, former différents types de publics. Alors, bon, sur un sujet qui est évidemment très vaste, qu'on a commencé à aborder déjà dans un premier cycle qui s'est terminé donc à la fin de l'an dernier. Puis on démarre un nouveau cycle de la chaire autour de trois axes. Un axe plutôt ressources, c'est-à-dire quelles ressources en eau pour nos territoires demain. Un deuxième axe qui porte plutôt sur l'usage de l'eau en agriculture et les questions que pose le changement climatique sur ces usages agricoles. Et puis un troisième axe transversal aux deux, qui va s'appuyer, qui va compléter les deux autour des outils. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a conçu ce cycle de webinaires. Euh, voilà, alors bon, on est toujours autour des questions de gestion territoriale de l'eau et pour ça on sent bien que la concertation est essentielle et pour ça elle mérite d'être appuyée par des outils. Ce qui nous a amené à définir cet axe. C'est aussi ce qui nous a amené, et donc là on en parlera un petit peu plus, hein, donc à l'outil qu'on va présenter aujourd'hui. Voilà, on espère que ce webinaire sera fructueux comme l'ont été les autres. Et puis on peut dire que on va prolonger la réflexion autour des outils au niveau de la chaire avec un atelier spécifique qui donnera en tout cas une suite à cette série de webinaires. Voilà, j'en dis pas plus. Valentine, je te rends la parole. Oui, c'est toi qui dis ce donc. Eh bien, je te redonne la parole puisque place à la présentation. Ok, pas d'autres prise de parole. Donc, alors, Kahoot, c'est un outil qu'on a conçu au cours du cycle 1 de la chaire et donc avec un objectif qui était d'explorer rapidement des besoins en eau théoriques pour l'agriculture sur un territoire. Alors, on va présenter quelques motivations et quelques exemples d'applications. Bon, évidemment, la question des prélèvements pour l'agriculture, elle est essentielle. Alors, si on regarde juste les prélèvements, finalement, l'agriculture, ça représente pas des volumes considérables par rapport à d'autres usages, hein, notamment tout ce qui est prélèvement pour la production énergétique. En revanche, donc là, j'ai mis quelques illustrations. Euh, Merci, hein, David, hein, qui est le public. Donc, issu de l'étude France Stratégie, et donc qui elle-même s'appuie sur la Banque nationale des données sur l'eau, la Banque des données publiques, pardon, qui donc fait des estimations, alors avec plein d'hypothèses, hein, mais sur la part qui est consommée, c'est-à-dire que la part qui ne va pas être retournée au milieu
Et ce qui est évidemment le cas des prélèvements agricoles, hein, puisqu'on prélève de l'eau pour alimenter des cultures et bien évidemment, cette eau elle est destinée à être évapotranspirée, donc elle va être extraite du cycle de l'eau continentale. Donc forcément, la part représentée par les consommations, ce qu'on appelle consommation, donc pour l'agriculture, elle est importante, donc estimée autour de 60%. Alors, bon, évidemment, on peut faire des estimations la louche, hein, à l'échelle de grands bassins versants, mais quand on s'intéresse à la gestion territoriale de l'eau, on a besoin quand même, et notamment pour appuyer la concertation, d'une échelle d'analyse plus fine, déjà au niveau spatial, hein, puisque la concertation et les conflits, ils apparaissent à l'échelle des territoires. Euh, Bien sûr, hein, avant tout. Enfin, voilà, d'une part, même si évidemment il s'oppose au niveau national, et puis il s'oppose aussi à une échelle temporelle plus fine. Là ici, ce qu'on voit, ce sont des volumes annuels, mais bien sûr, les conflits, ils apparaissent surtout quand la ressource est faible, hein, donc en période d'étiage, et c'est évidemment là que la demande en eau agricole est la plus forte. Donc, voilà, besoin d'outils besoin d'ordre de grandeur également pour éclairer les débats. Ce besoin d'outils, il est ressorti dès lors que la chaire s'est intéressée à la gestion territoriale de l'eau, euh, parce que finalement, il n'y a pas vraiment d'outils faciles à utiliser et indiscutables. Alors, il n'y en aura aucun, rassurez-vous. Mais voilà, hein, donc on va faire ressortir ce besoin. Alors, euh, l'idée de Kawet, c'est d'avoir justement un produit facile à utiliser, qui s'appuie surtout sur des données qui sont de plus en plus mises à disposition facilement. Donc il y a un effort très important qui a été fait ces dernières années pour rendre les données accessibles, donc avec des portails, alors notamment via data.gouv.fr. Donc on discutera des données qui sont nécessaires pour faire ce qu'on veut faire. Et puis aussi, hein, la motivation, c'est différentes attentes, hein, vu les membres, vu la diversité des membres qu'on a dans la chaire, on a pu mettre en évidence un certain nombre d'attentes. Alors, en 2020, vous savez, il y a eu le recensement général agricole. Donc là aussi, voilà, on a plein de données qui vont nous arriver des territoires. Alors, bon, déjà, les données avec la question du secret, elles ne sont pas forcément accessibles à des échelles très fines. Et puis, elles ne répondent pas à la question des volumes d'eau. Autant on a une image un petit peu plus précise, en tout cas en 2020, des surfaces irriguées, donc ce qui est un élément de la consommation d'eau par agriculture. Mais déjà, c'est pas forcément localisé au niveau des territoires. Et puis, on n'a pas de volume d'eau, hein, aucune estimation de volume d'eau. Et puis, alors, bien sûr, après, quand on regarde les changements climatiques, là, ici, j'ai fait, à la suite, hein, de la présentation de Karina la semaine dernière, une extraction de 6 climats qui extrait des données. Alors là, j'ai pris la zone de Montpellier. Donc, si on regarde l'évapotranspiration de référence, annuelle, on voit une augmentation très significative de cette évapotranspiration de référence, donc qui forcément va accentuer les déséquilibres au niveau des territoires. Et si on regarde les périodes qui nous intéressent un petit peu plus, hein, notamment voilà, printemps-été, notamment, on voit donc une augmentation tendancielle très significative de cette évapotranspiration de référence. Alors, comment tout ça peut se traduire en termes de besoins en eau pour l'agriculture? Voilà, c'est là qu'on a besoin d'outils. Alors, bon, on est parti de base assez simple et très largement partagée. Alors, le document que vous voyez là sur l'image de gauche, hein, c'est un document de la FAO, publié en 1998. Hein, c'est le fameux manuel numéro 56, qui est bon, un peu une Bible, en tout cas, qui explicite un certain nombre de principes, hein, qui sont à la base de ce qu'on va raconter aujourd'hui. Donc, bon, l'évapotranspiration de référence. Donc, il va s'appuyer, bon, avec
l'équation de Penman-Montis notamment, et puis un certain nombre de formules dérivées plus ou moins simplifiées, mais donc il va s'appuyer sur des variables climatiques journalières. L'évapotranspiration maximale d'une culture qui va être spécifique à une culture. Donc, on va comparer une culture par rapport à l'évapotranspiration de référence, donc un couvert de référence, et via le coefficient cultural qui donc sera une caractéristique de la culture, mais qui va évidemment évoluer au cours de l'année en fonction du cycle de développement de la culture. Et puis qui peut évoluer aussi en fonction de la région, en fonction des variétés, etc. Donc, c'est un paramètre spécifique à une culture. Et puis, bien sûr, l'eau n'est pas toujours disponible, et puis on ne souhaite pas forcément non plus qu'une culture soit cultivée à son maximum d'évapotranspiration. Donc, on peut introduire un coefficient de stress entre 0 et 1. Hein, c'est la variable KS que vous voyez ici, qui va être liée à la disponibilité de l'eau dans le sol. Hein, si l'eau est facilement disponible, le stress hydrique sera enfin, absent et donc la culture pourrait être à son maximum de développement. Alors tout ça va faire intervenir donc le sol, donc à travers un certain nombre de caractéristiques, caractéristiques également de la culture, avec notamment la taille du réservoir racinaire qui est liée à la profondeur racinaire de la culture. Et puis pour représenter l'évolution de ce stock, on va faire un bilan hydrique. Et généralement, on va le faire de façon journalière. Donc en fonction des précipitations qui arrivent, en fonction de l'évapotranspiration, donc il va prélever, donc il va amener donc l'extraction racinaire, donc vider le stock d'eau dans le sol, et puis voilà, éventuellement irrigation qui va être déclenchée éventuellement selon un certain nombre de règles. Donc voilà les principes qu'on va retrouver dans le modèle de la FAO sur lequel on va s'appuyer. Alors, voilà. Et puis, donc, bilan hydrique journalier, le jour suivant, la culture va se développer, donc avec un nouveau coefficient cultural, une nouvelle profondeur racinaire. Euh, voilà. Et puis, donc, on va boucler ça donc, sur tout un cycle de culture. Alors, comment évolue la culture, donc, et comment évolue le coefficient cultural. Évidemment, donc là, c'est la question de la phénologie. Alors, ça va dépendre évidemment des espèces, mais donc le modèle de la FAO simplifie le cycle de développement de manière très simple, hein, de manière linéaire par morceau, avec une phase où l'évapotranspiration est minimale en période hivernale, période de dormance. Donc là, voilà, après la chute des feuilles, donc on va avoir simplement l'évaporation directe du sol. Une phase de croissance foliaire, donc à partir d'un certain moment, et puis une phase de plein développement. Donc c'est là que la culture aura son maximum, ou la canopée sera maximale, donc avec une évapotranspiration maximale qui va être concomitante, généralement sous nos latitudes, avec le maximum d'évapotranspiration de référence. Hein, donc voilà, développement maximal et avec une forte demande climatique. Voilà, puis le cycle donc, se termine par une phase de sénescence. Alors, l'approche donc simplifiée de la FAO, et là c'est une hypothèse assez forte sur laquelle on pourra revenir, mais amène à définir en fait des durées de phase fixes. Euh, Même si vous voyez dans le graphique de gauche, hein, finalement le cycle de développement il est lié à la phénologie, et la phénologie elle va dépendre des régions, des années. Il va y avoir des années plus ou moins chaudes. Donc, il va y avoir des nuances sur les durées des phases. Mais voilà, donc la simplification de Cropwatt amène à définir des phases fixes. Alors, c'est évidemment une limite, mais en même temps, ça permet de simplifier pas mal l'approche. Et finalement, par rapport à notre question de départ, qui est de définir des ordres de grandeur, c'est une hypothèse qu'on a jugée réaliste, hein, puis qu'on va essayer de creuser, d'explorer les limites de ces choix-là. La force de l'approche FAO, c'est de représenter à peu près
toutes les cultures possibles. Donc, on a des cultures pérennes, on a des cultures annuelles. Voilà. Et pour chacune de ces cultures, hein, donc dans les tables de la FAO, c'est à peu près 160 valeurs, donc 160 cultures. Alors moi un petit peu moins parce qu'il y a des nuances pour certaines cultures, mais en tout cas voilà 160 jeux de données avec les coefficients culturaux pour chacune des phases et les durées pour également chacune des phases. À noter que dans un projet, bah, Pierre pourra en parler, on avait des cultures bon, qui n'étaient pas dans cette base de FAO et on va pouvoir bah, compléter hein, les jeux de données avec bah, des coefficients spécifiques qu'on pourra identifier à partir d'essais ou à partir de la littérature. Alors, en résumé, donc, bah, pour faire une simulation sur un territoire, hein, de quoi a-t-on besoin? Bah, on a besoin des données spécifiques au territoire, donc des cultures, des caractéristiques du sol, le climat, des paramètres, hein, donc paramètres des cultures, ça on en a parlé. Bon, il y a aussi des paramètres de calcul, hein, notamment comment est-ce qu'on passe des pluies efficaces, enfin, des pluies totales enregistrées à une station météo aux pluies efficaces pour la culture. Et puis bah, des règles d'irrigation hein, qui généralement sont mal connues et qu'on va intégrer comme paramètres. Et puis on va définir aussi un certain nombre de scénarios, alors un horizon sur lequel on veut travailler, donc, parce on peut faire du rétrospectif ou du prospectif. On peut choisir différents types de modèles climatiques, explorer différentes stratégies, comparer à des données. Voilà. Alors, la chaîne de calcul, donc c'est ça, donc extraction des données à partir des bases de données publiques, donc recensement public, enfin, RPG, registre parcellaire graphique, pardon, complété avec la base Oxol, hein, développée par le pôle TEIA. Des données climatiques, Safran, Trias, Fire ou éventuellement d'autres jeux de données. Base de données des sols, également mise récemment à disposition par INRAE, UMR Info et Sol. Donc ensuite, eh bien, on va extraire ces données à partir d'un premier package hein, qui s'appelle RADI. Ensuite, bah, simulation des besoins no théoriques avec le modèle CropWatt, et puis après, donc production de tables et d'un certain nombre de graphiques automatisés de façon à simplifier l'utilisation de la chaîne de calcul. Voilà, donc quelques exemples d'illustration. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on va présenter quelques exemples. Voilà, et sur comparaison de scénarios. Donc voilà le type de sortie graphique qu'on pourra avoir. Alors, en résumé, donc une installation simplifiée, donc mise donc en accès libre, hein, mise sur le site d'INRAE, sur la forge INRAE. Donc vous avez le lien ici. Donc un accès facilité aux données publiques grâce au package RADI. Donc un choix assumé de simplification et qui va venir en complémentarité avec les autres outils qu'on a pu présenter précédemment. On passe à quelques exemples d'applications. Un autre exemple hein, qui nous a impliqué, nous, au niveau de la chaire, donc dans le cadre d'un projet de l'appel au eau et climat de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, diagnostic des usages d'un réseau. Alors, bon, les objectifs hein, du projet sont plus larges hein, que cela, mais donc simplement une petite illustration sur l'utilisation de Kawet dans le cadre de la reconstitution des chroniques d'usage de l'eau sur un territoire. Euh, Ce territoire, c'est dans la vallée de la Durance, avec trois petits bassins versants, donc le Las, le Largue et le Calavon. Donc territoire bah, dans une zone en tension également, alors peut-être pas autant que les Pyrénées-Orientales, mais tout de même, hein, enfin, toujours chaque année des restrictions sur les usages de l'eau. Et d'où la nécessité de diagnostiquer les volumes d'eau utilisés par les cultures, par quelle culture déjà, et à quel moment de l'année. Donc, alors on a appliqué Kawet pour reconstituer, pour avoir des estimations au-delà des volumes annuels hein, qui peuvent être, alors souvent on a assez peu de données. Donc soit des relevés annuels et à des points d'eau et on ne sait pas forcément à quel point
à quelles parcelles sont raccrochés ces points d'eau, donc incertitude à la fois sur la distribution temporelle et puis sur l'usage effectif des volumes d'eau qui sont déclarés. Euh, donc Fabien l'a évoqué, hein, et évidemment la question de la saisonnalité, bah, c'est extrêmement important. Donc bon, comme je disais tout à l'heure, Kawet va calculer sur une base journalière. Alors évidemment, il y a tellement d'incertitudes dans tous les paramètres que on n'a aucune confiance dans les valeurs journalières. Hein. Donc d'où le fait que effectivement c'est bien de travailler à des échelles, d'avoir un lissage. Alors, mensuel, décadaire, voilà. Mais après, au-delà, il faut être très, très prudent sur ce qui sort des modèles, compte tenu des différentes incertitudes hein, qu'on a sur les paramètres. Donc, une question qui est fréquente hein, sur les réseaux qui distribuent de l'eau, c'est un petit peu la même chose que pour les points, enfin les bases de données nationales. Donc, on a des volumes annuels et on ne sait pas à quelle culture ils se raccrochent. Et pour les gestionnaires de réseau, alors souvent, on a quand même, et de plus en plus maintenant, des compteurs qui permettent d'avoir une distribution temporelle qui est beaucoup plus fine. Hein, donc ça, c'est un nouveau type de données donc, qui est intéressant et qu'on peut effectivement confronter avec des estimations de modèles hein, comme Kawet. Il n'empêche que la question des zones d'influence d'une borne d'irrigation, elle reste et même les gestionnaires de réseau ont des difficultés à avoir ces informations. Alors, donc là, c'était une utilisation qu'on a faite dans le cadre de ce projet, donc sur réseau SCP notamment, et puis l'organisme unique de gestion collective. Donc, on a des volumes annuels ou éventuellement, en tout cas pour le réseau de la SCP, des volumes d'eau distribués à un pas de temps plus fin. Reste toujours la question de la zone d'influence. Donc, on a fait dans ce cas-là, Pierre, hein, je pourrais en parler mieux que moi, mais je garde la parole pour continuer. Tu pourras répondre aux questions. Donc des cercles autour des points de prélèvement, des points de distribution, donc 100 mètres, 200 mètres ou 300 mètres. Et pour chaque cercle, on identifie un certain nombre de parcelles dans le RPG. Donc ça nous donne la base d'un géographique sur laquelle appliquer les calculs. Et bien sûr, plus le rayon d'influence est large, plus le nombre de parcelles est élevé et plus le volume d'eau calculé va être élevé. Donc il s'avère que c'est avec un rayon de 200 mètres que on a des volumes d'eau qui correspondent à ceux qui sont issus des relevés. Euh, donc voilà, ça ne veut pas dire que la vérité, c'est ça, hein, qu'on a identifié exactement les parcelles qui sont raccordées à un point d'eau, mais voilà, quand on l'applique sur un certain nombre de bornes, ça donne une idée de, voilà, statistiquement, la zone d'influence d'une borne d'irrigation. Et ce qui correspond aussi à des appréciations qui un petit peu plus de terrain. Voilà, les CP développent également d'autres méthodes pour identifier par une modélisation inverse hein, les zones qui sont donc raccordées à une borne d'irrigation. Voilà, donc alors, une fois qu'on a ces zones d'influence, un des résultats de Kawet, c'est les volumes d'eau pour chacune des cultures. Hein, donc vous avez ici, donc sur l'échelle, les différentes cultures qui sont sur le territoire déclarées dans le registre parcellographique. Et vous avez donc une estimation des volumes d'eau pour chacune de ces cultures et chacune des années observées. Donc là, on était juste sur 2020, chacune des surfaces là. C'est 100, 200, 300. Oui, voilà, 100, 200, 200, 300. Donc ça, les différentes barres correspondent aux longueurs entre la borne d'irrigation et les parcelles, les distances. Pardon. Tu veux ajouter quelque chose, Pierre? Non. Il y a sûrement des questions passionnantes sur le sujet. Du coup, un dernier exemple, effectivement, plus dans le cadre cette fois d'un exercice prospectif qui a été mené donc, par Pierre dans le cadre du projet TAIOC, Transition agroécologique et irrigation en Occitanie.
C'est passé. Donc, l'idée de ce projet, c'est dans le contexte actuel de changement climatique et puis les enjeux de préservation de l'environnement et de la santé humaine, c'est essayer de réfléchir conjointement cette question de l'agroécologie et de l'irrigation. Donc, c'est un projet qui est porté par Delphine Reinhardt de l'UMR Géo, qui est copiloté par Riveseo du Sud-Ouest et qui associe plusieurs partenaires à la fois opérationnels et académiques, dont la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie et la chaire eau, agriculture et changement climatique. Donc, il y a plusieurs volets de recherche associés à ce projet, à la fois un volet sur diagnostiquer les pratiques, un volet sur l'analyse des facteurs de transition, donc les freins et les leviers, un volet dédié à l'exploration des futurs à l'échelle territoriale, et puis un volet plus transversal sur comment transférer du coup les connaissances produites. Et donc, c'est dans le cadre de ce troisième volet qu'a été mobilisé CAWET. Tu peux passer, Gilles. Du coup, pour vous le faire très très rapidement, donc il y a une démarche participative qui a été menée dans le territoire des Hautes-Pyrénées. Donc c'est un travail qui a été fait par Betty Debourg, Laure Ossard, Sylvie Morardet et Delphine Deslart, où l'objectif c'était du coup de se projeter dans un territoire donc agricole attractif, écologique et résilient au changement climatique et aux aléas des marchés économiques. Donc il y a toute une méthodologie qui a été mise en place, qui est bien plus complète que ce que je vais très rapidement présenter ici, qui fait appel à plusieurs outils d'animation, dont du design fiction. Donc si vous êtes intéressé par cette étude, on vous invite à suivre l'actualité du projet TAIOC. Mais globalement, donc il y a eu 3 grandes étapes: un diagnostic partagé du territoire, la co-construction de scénarios et puis de l'évaluation donc collective des scénarios pour choisir un scénario crédible et acceptable, puis définir des actions pour atteindre pour atteindre le futur souhaité. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'a été mobilisé CAWET. Moi, je vais reprendre très rapidement la parole après cette introduction de Valentine sur donc l'usage du projet de CAWET dans ce projet. Donc l'idée c'était d'avoir des graphiques sur lesquels s'appuyer pour la discussion entre acteurs. Donc on a travaillé sur un jeu d'années, donc 4 années passées et 3 années futures qui correspondent à des caractéristiques d'une année humide, sèche et médiane dans les prévisions de RIAS, qu'on illustre ici donc par un graphique. Donc de la même façon que les graphiques montrés par Gilles tout à l'heure, chacune des couleurs correspond aux cultures. Et pour chacune des lignes, des colonnes, on va avoir sur les 5 premières des années passées, puis les années humides, médianes et sèches par groupe de 4, sur lesquels 4 scénarios ont été testés. Un scénario 0 où on garde les pratiques actuelles sur le territoire, et 3 scénarios co-construits avec les acteurs. Donc un scénario plus tourné vers de la diversification, un peu moins de maïs, plus de tournesol, de colza par exemple. Un scénario tourné plus vers des pratiques locales méditerranéennes, une diversification vers du maraîchage, des protéagineux, une diversification donc des apports, notamment des cultures à destination de l'élevage, et plus d'arboriculture. Et un scénario 3 avec, qui lui est plus drastique, avec des assolements où on va réduire fortement le maïs et favoriser des prairies, par exemple, et des restrictions d'usage. Donc, dans chacun des scénarios, ce qu'on a fait varier, c'est les cultures présentes sur le territoire. Il faut voir que CAWET a l'avantage de pouvoir simuler facilement un territoire, mais également de façon modulable. On peut lui simuler des évolutions de ce territoire. Et du coup, ça a permis d'explorer les besoins en eau au regard de ces 3 scénarios co-construits pour derrière imaginer un scénario futur avec les acteurs qui correspondrait à, donc là c'est le scénario 2 qui avait été retenu, et le réadapter au regard des estimations des consommations d'eau. Voilà. Très bien, merci Pierre. On va arriver bientôt vers la fin. Valentine, oui, à caisse. Bon, quelques perspectives, quelques éléments, notamment nous, dans notre communauté scientifique qui nous intéresse, nous préoccupe, ou en tout cas qu'on va prioriser. On a bien sûr des enjeux de développement, savoir jusqu'où on va. Confrontation aux données de terrain à travers les quelques images là, on voit que c'est quand même quelque chose qui est essentiel pour
voilà, évaluer la validité des outils. Et bon, souvent, c'est ça qui manque des confrontations avec le terrain. Donc, c'est réellement une question qui préoccupe la chaire. Enjeu de diffusion et de maintenance. Alors, il faut savoir que bon, derrière, il y a quand même tout un collectif et que je remercie, hein, je les vois connectés. Euh, voilà, parce que derrière, on dépend d'outils, hein, notamment avec les API qui permettent d'extraire notamment les données météo, avec des mises à jour. Donc derrière, il y a tout un travail quand même de pérennisation pour assurer le fonctionnement de l'outil. Même s'il est simple, derrière, ça demande quand même des développeurs chevronnés. Alors, quelques perspectives. Donc, on l'a évoqué sur les limites des modèles à durée de phase fixe. D'emblée, on avait imaginé des modèles plus complexes, hein, tels que ceux qui ont été présentés dans les webinaires précédents, notamment avec une représentation des temps thermiques, prise en compte des temps thermiques. Comme bon, c'est aussi hein, la FAO a travaillé notamment sur le modèle Aquacrop hein, qui nous permet de raffiner le modèle CropWatt précédemment publié. Il n'empêche que on se pose la question de jusqu'où aller en termes de complexification. C'est sûr que quand on rajoute des paramètres, bon, c'est rassurant, mais en même temps, on voit bien dans l'exemple de Fabien que on va souvent essayer de faire la démarche inverse hein, pour essayer de trouver des paramètres qui permettent de retrouver ce qu'on observe. Et souvent, on a des grosses incertitudes sur les données. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un très, très bon modèle si derrière, on n'a pas les données fiables pour le paramétrer. Donc, on fait ce choix assumé de la simplicité. Et on va explorer notamment les approches degré-jour qui a été publié notamment sur CropWatt en 2025. Donc en fait, on peut rester sur le niveau de représentation de CropWatt, mais avec des durées des phases qui sont voilà, mieux asservies à la phénologie et notamment au temps thermique. Un travail qui est mené au sein de Géo et notamment avec David Dorchy, c'est intégrer tout ça dans une chaîne plus large. Bon, à Géo, hein, on s'intéresse à la gestion intégrée des ressources en eau, donc à une échelle territoriale. Et on l'a évoqué tout à l'heure, hein, la disponibilité en eau, eh bien, ça va être aussi un frein important aussi, et donc ça va être un facteur explicatif dans de nombreux territoires sur les volumes d'eau effectivement prélevés. Et donc la prise en compte des interactions entre la disponibilité de la ressource et les usages est quelque chose d'essentiel. Donc ça, c'est une voie qui sera poursuivie. Et puis un dernier aspect, c'est autour des incertitudes. Alors ça fera l'objet d'un postdoc qui a démarré donc à partir de septembre. Donc avec une méthodologie qu'on a identifiée, donc c'est celle qui a été mobilisée dans le cadre d'Explore 2, hein, méthode Calypso, qu'on a exploré également avec des étudiants de l'Institut Agro, des étudiants dans un cursus recherche. Et donc qui nous permet de mettre en évidence en fait les principaux facteurs d'incertitude. Et on se dit, bon, évidemment, l'assolement, hein, ce sera sans doute ce qui va expliquer de manière prédominante les incertitudes, mais à assolement équivalent, quel est le rôle des modèles de culture, des modèles climatiques et des autres paramètres qu'on a évoqués. Voilà, donc on va pouvoir passer à la phase de questions. Tout à fait. On a été un petit peu long, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Le temps que les questions arrivent, j'en profite pour vous remercier pour votre participation et votre grande assiduité pour certains. Je vous rappelle également que toutes les présentations seront disponibles sur le site de la chaire en vidéo et également les supports de présentation. Voilà, et que vous pouvez continuer à suivre notre actualité sur LinkedIn, notre site internet, YouTube également, et on se dit que ce format a bien marché et qu'on réfléchit déjà à mettre en place une saison 2.